Dans cette vidéo, nous commençons par rappeler un petit peu les résultats que nous avons obtenus dans la précédente. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, d'ailleurs que nous détaillerons, on obtient deux régimes de fonctionnement. Le premier, les deux masses vibrent en phase avec x1 égale x2, donc elles ont exactement le même mouvement. Et ça, c'est obtenu pour des conditions initiales particulières. En fait, il faut veiller à ce que les conditions initiales soient particulières et elles sont comme suit. Alors, imaginez, vous prenez chacune des deux masses, donc la masse bleue et la masse rouge, dans l'une de vos mains, dans vos deux mains, et vous les écartez toutes les deux de la même quantité, x1,0 égale x2,0 égale xa, et vous les lâchez sans condition initiale, auquel cas, elles vont toutes les deux osciller de façon exactement synchrone, identique, comme si le ressort du milieu n'existait pas, puisqu'il est toujours à vide, donc il n'exerce jamais aucune force. Tout se passe comme s'il n'existait pas, auquel cas la pulsation, évidemment, c'est oméga 0 égale racine de k sur m. Et dans le deuxième régime de fonctionnement, vous faites toujours pareil, vous écartez chacune des deux masses, mais selon x1,0 égale moins x2,0 est égal à xa. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont écartées symétriquement par rapport au point milieu de la longueur grand D. Auquel cas, le ressort du milieu, évidemment, va jouer, et c'est pour ça que vous obtenez une pulsation oméga 0, enfin oméga 2 égale racine de 3 oméga 0. Mais quand les conditions initiales sont totalement quelconques, alors vous obtenez en fait un régime qui est plus compliqué. Vous obtenez un régime qui est une combinaison linéaire de ces deux modes, en phase et en opposition de phase, et on peut écrire du coup que x1 de t est égal à xp fois cosinus oméga 0t plus phi p, c'est la partie en phase, plus xo fois cosinus racine de 3 oméga 0t plus phi o, ça c'est la partie en opposition. Et du coup, vous pouvez en déduire aussi le mouvement de x2. Donc, exactement le même pour la partie en phase, donc xp fois cos oméga 0t plus phi p. Et ensuite, moins xo fois cos racine de 3 oméga 0t plus phi o. Et ça, c'est la composante en opposition. Et bien sûr, les quatre constantes d'intégration, xp, xo, respectivement phi p et phi o, vont dépendre des conditions initiales. Et maintenant, nous allons traiter un exemple pour bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'on va regarder les conditions initiales particulières. Donc on va faire x1 à t égale 0 à l'instant initial est égal à xa. Ça veut dire qu'on écarte la masse de gauche, de xa, et on la lâche sans vitesse initiale. Donc x1 point est nul, pas de vitesse initiale. Et en revanche, la masse de droite, on ne l'a pas bougé, ça veut dire que x2 égale 0 et x2 point égale 0 aussi. Et avec ces conditions initiales particulières, on va calculer les fameuses quatre constantes d'intégration qui vont nous donner le mouvement précis à la fois pour x1 de t et pour x2 de t. Alors, c'est extrêmement très simple, il suffit d'injecter t égale 0 dans les deux équations qui sont tout en haut de la page, là, que vous avez sous les yeux. Donc, oméga 0t est nul, il reste x1 en 0 est égal à xp fois cos phi p plus xo fois cos phi o, et ça c'est égal à a ou xa, enfin oui, ici c'est xa en fait, et non pas a. Et ensuite, pareil pour la deuxième équation, x2 en 0, en t égale 0, est égal à xp fois cos phi p moins x0 fois cos phi o. Alors là, j'ai fait une erreur manuscrite, c'est pour ça que je corrige avec la surimpression. À chaque fois, il y a des cosinus, puisqu'il n'y a pas de sinus qui tiennent ici, on n'a pas encore dérivé. Du coup, maintenant, les autres conditions initiales, les deux autres, elles portent sur les vitesses. Donc là, il faut d'abord dériver les expressions analytiques, x1 de t et x2 de t. Donc il faut calculer x1 point ainsi que x2 point. Donc ça, c'est trivial. À chaque fois qu'on dérive, la pulsation sort de la fonction trigonométrique. Le cos devient moins sinus. Et bien sûr, selon qu'on est en mode lent à oméga 0 ou en mode rapide à racine de 3 oméga 0, ce qui sort de la fonction trigonométrique, c'est soit oméga 0, soit racine de 3 oméga 0. Bon, ça c'est vraiment relativement assez technique, c'est l'outil mathématique
sans qu'il y ait forcément beaucoup de physique. Là, on applique les deux dérivés. Et une fois qu'on aura écrit ces deux dérivés, il suffira ensuite d'injecter t égale 0, et on aura deux autres équations qui nous permettront, avec les quatre équations, de résoudre le système à quatre inconnus qui sont respectivement xp, xo, phi-p et phi-o. Voilà, il n'y a rien de compliqué en soi, c'est assez classique. On a déjà vu ça notamment à l'occasion des systèmes à un seul degré de liberté. Du point de vue formel, c'est a priori la même méthode. Donc là, en fait, on a appliqué t égale 0 dans le premier terme. Ça va être égal à 0, puisque les vitesses sont toutes les deux nulles. Égale 0. Et ensuite, on applique toujours t égale 0 dans la deuxième équation, celle de x2 point. Et nous avons à présent deux équations supplémentaires. Voilà. Donc a priori, c'est un système de quatre équations à quatre inconnues. On peut appliquer une résolution formelle classique, mais il y a plus simple, quand on a un peu d'expérience en physique, on voit que, en fait, phi p égale phi 0, phi p égale phi 0, en fait, satisfait aux deux équations sur les vitesses. Donc on va... et en plus, phi p égale phi 0 égale 0. Parce que sinus de 0 égale 0. Donc finalement, du coup, puisque phi p égale phi o égale 0, les cosinus équivalents sont égaux à 1, et on obtient sur les deux premières équations, tout simplement xp plus xo égale xa, d'une part, ensuite xp moins xo égale 0, et ça c'est trivial, ça donne finalement xp égale xa sur 2, et xo égale aussi xa sur 2. Ça c'est vraiment un calcul tout à fait simple, qu'on résout par n'importe quel type de méthode, somme et différence des deux équations par exemple. Donc finalement, on peut écrire pour ces conditions initiales particulières. Hein. Ce n'est pas vrai dans le cas le plus général. Dans le cas le plus général, il faut reprendre la résolution du système de quatre équations à quatre inconnues en injectant les deux positions initiales et les deux vitesses initiales. Donc ça c'est vrai évidemment pour ces conditions initiales-là. Hein, je rappelle, on a bougé la masse de gauche, de xa, et on l'a abandonné sans vitesse initiale, et la deuxième masse à droite, on l'avait carrément pas bougé du tout, de vitesse initiale nulle. Donc voilà le résultat. Et ça, bien sûr, ça ne parle pas forcément beaucoup, donc on peut, par exemple, faire un tracé. Alors j'insiste bien, c'est ce qu'on va maintenant représenter dans quelques instants. Ce n'est pas une simulation au sens moderne du terme, c'est-à-dire que le tracé qu'on va obtenir ne résulte pas d'un logiciel qui a calculé la résolution des équations différentielles par une méthode type Runge-Kutta ou autre, ce n'est pas une résolution numérique des équations différentielles, c'est un pur tracé dans GeoGebra de ces deux équations que vous avez là sous les yeux. Et en fait, on a pris numériquement xa égale 2, et on a tracé, bien que ça importe peu, on a tracé pour oméga 0 égale 5 radians par seconde. Et ce que vous voyez, c'est que en vert, c'est l'équation de x1, x1 en vert, et en bleu, c'est l'équation de x2. Et en fait, concrètement, les deux équations sont des sommes de fonctions trigonométriques, mais attention, les deux fonctions trigonométriques
ne sont pas à des fréquences ou à des pulsations qui sont des multiples entiers l'une de l'autre. Oméga 0 et racine de 3 oméga 0, ben, le rapport n'est pas dans un nombre entier. Donc en fait, elles sont assez inintelligibles finalement ces courbes, pas forcément si simples que ça à interpréter. Voilà, j'insiste sur le fait que c'est un tracé de fonction et non pas une résolution. On fera une résolution un petit peu plus tard dans un oscillateur à 2 degrés de liberté, mais électrique.